Une femme a invité un garçon des rues à la fête luxueuse de son fils uniquement pour l'humilier. Quelques heures plus tard, tout le monde a été choqué lorsque le père du garçon est venu le chercher. Paris, une ville où l'élégance et la grandeur s'entrelacent dans chaque coin de rue. En ce début de printemps, les arbres bordant l'avenue Foch étaient en pleine floraison, ornant le quartier de leur splendeur naturelle. C'était ici que Camille, une femme d'affaires, influente et mère de Théo, organisait une fête grandiose pour célébrer les 10 ans de son fils. Les préparatifs avaient débuté des mois auparavant, chaque détail minutieusement étudié pour impressionner les élites parisiennes invitées à cet événement. Le somptueux hôtel particulier de Camille, niché au cœur du 16e arrondissement, était transformé en un décor féerique. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans le jardin parfaitement entretenu, et une grande tente blanche abritait une table ornée de porcelaines fines et de cristaux. Un magicien célèbre, des jongleurs et même un mini-zoo avaient été prévus pour divertir les jeunes invités. Tout devait refléter la générosité et le bon goût de Camille, ou du moins c'est ainsi qu'elle voyait les choses. Pour Camille, cette fête n'était pas simplement un anniversaire. C'était une scène sur laquelle elle pouvait briller. Tout était calculé pour afficher sa richesse, sa bienveillance supposée, et surtout pour obtenir l'approbation et l'admiration de la haute société. La veille de l'événement, elle s'assura personnellement que chaque fleur était à sa place et que les pâtissiers préparèrent les desserts les plus somptueux. Rien ne devait être laissé au hasard. Ce matin-là, Camille quitta la maison, dans sa voiture de luxe, pour finaliser les derniers détails. Son chauffeur la conduisit dans les boutiques les plus exclusives, où elle choisit les cadeaux de remerciement pour les invités. De précieux bijoux pour les adultes et des jouets hors de prix pour les enfants. Mais alors qu'elle sortait d'une boutique avec des sacs remplis de boîtes dorées, elle croisa Émile. Le garçon, vêtu de vêtements usés et portant une paire de chaussures trouées, tendait timidement la main vers les passants, espérant une pièce ou un morceau de pain. Camille le remarqua à peine au début, mais alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la voiture, une idée étrange surgit dans son esprit. Elle s'arrêta, observa Émile, puis, avec un sourire énigmatique, l'appela. « Toi, petit, viens ici », dit-elle en ajustant ses lunettes de soleil. Émile, d'abord hésitant, s'approcha prudemment. « Oui, madame ?» demanda-t-il d'une voix faible. Camille le détailla un instant, l'évaluant comme un élément inattendu, mais potentiellement parfait pour son grand tableau de générosité publique. « Dis-moi, tu as mangé aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec une douceur calculée. Le garçon secoua la tête. « Non, madame. »« Eh bien, j'ai une idée, » déclara-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Que dirais-tu de venir à une grande fête? Il y aura beaucoup de nourriture et tu seras mon invité spécial. » Émile fixa Camille, incrédule. Une fête? Pour lui? Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais l'estomac vide et l'espoir naïf le poussèrent à accepter. Camille, satisfaite de sa décision, lui donna l'adresse et un léger sourire. « Viens à 15 heures, d'accord? Et habille-toi proprement, si possible. » Sur le chemin du retour, Camille ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle imaginait déjà les regards admiratifs de ses invités lorsqu'elle présenterait ce petit invité spécial. Elle se persuada que c'était un geste noble, une preuve de son immense bonté, même si, au fond, cela n'avait rien à voir avec l'altruisme. À l'heure convenue, Émile se présenta à l'entrée de l'hôtel particulier. Il portait un vieux pantalon trop grand, tenu par une ceinture en corde, et une chemise grise usée, soigneusement lavée et repassée autant que possible. Malgré ses efforts pour paraître présentable, il semblait déplacé dans ce cadre de luxe éclatant. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant les grands portails dorés, les jardins impeccables et les voitures luxueuses alignées devant la maison. Un domestique, vêtu d'un costume impeccable, ouvrit la porte et le regarda de haut en bas avec une expression perplexe. « Vous êtes sûr que vous êtes invité ici, jeune homme ?» demanda-t-il d'un ton sceptique. Émile, les mains tremblantes, sortit le petit bout de papier où Camille avait noté l'adresse. « Madame Camille m'a dit de venir à 3 heures pour la fête », murmura-t-il, la voix hésitante. Le domestique haussa un sourcil, mais, sur un signe d'approbation de Camille, qui observait depuis la fenêtre du salon, il fit un pas de côté et laissa entrer le garçon. En traversant le hall d'entrée, Émile se sentit submergé par la beauté et l'opulence qui l'entouraient. Des lustres de cristal pendaient du plafond,
Des tapisseries somptueuses ornèrent les murs, et l'air était parfumé d'un mélange de roses fraîches et de pâtisseries. Dans la salle principale, où les invités bavardaient en buvant du champagne et en admirant les arrangements floraux, Camille fit son entrée, suivie de près par Émile. Elle portait une robe de soirée élégante, éclatante comme une étoile. En voyant le garçon à ses côtés, tous les regards se tournèrent vers eux. Le silence tomba un instant, interrompu seulement par le léger cliquetis des coupes de cristal. « Mes chers amis », déclara Camille d'une voix forte et théâtrale, attirant l'attention de tous. « Je tiens à vous présenter un invité très spécial aujourd'hui. Voici Émile. » Elle posa une main sur son épaule avec un sourire qui semblait chaleureux, mais qui dissimulait une fierté calculée. « Il est ici grâce à mon petit geste de charité. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains invités, visiblement mal à l'aise, échangèrent des regards furtifs. D'autres, curieux ou sceptiques, fixaient Émile comme s'il était un spécimen rare. « C'est tellement généreux de votre part, Camille », chuchota une femme en buvant une gorgée de champagne. Mais son sourire était crispé et son ton trahissait une pointe de sarcasme. Émile, de son côté, se tenait droit, même si son cœur battait la chamade. Il sentait le poids des regards sur lui, les jugements silencieux et les sourires condescendants. Malgré tout, il garda la tête haute et ses yeux curieux parcoururent la pièce. Les tables regorgeaient de mets somptueux, des gâteaux multicolores aux fruits exotiques qu'il n'avait vus que dans des magazines abandonnés. Pour un instant, il oubliait presque le malaise. Pendant ce temps, les enfants des invités jouaient dans le jardin sous la supervision de nounous en uniforme. Théo, le fils de Camille, remarqua Émile du coin de l'œil et fronça légèrement les sourcils. « Maman, c'est qui ce garçon ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle. Camille lui répondit avec un sourire exagéré. « C'est une surprise, mon chéri. Va jouer avec tes amis. » Cependant, Théo ne bougea pas. Intrigué, il continua de regarder Émile, qui restait près de l'entrée, ne sachant pas où se placer. Malgré son jeune âge, Théo percevait quelque chose d'étrange dans cette situation. Alors que les conversations reprenaient, certains invités approchèrent Camille pour la féliciter ostensiblement, tout en chuchotant des commentaires peu flatteurs dans son dos. « Tu crois qu'il a mangé quelque chose aujourd'hui ?» dit une femme en riant doucement à l'oreille de son mari. D'autres évitaient de croiser le regard d'Émile, préférant détourner leur attention vers leurs flûtes de champagne ou leurs assiettes bien garnies. Au milieu de ce tourbillon de regards et de murmures, Émile se contenta d'observer en silence. Il remarqua la richesse qui l'entourait, mais il vit aussi quelque chose d'autre, une froideur dissimulée sous des sourires parfaits. Tandis que Camille continuait de jouer son rôle d'hôte bienveillante, Émile sentit une étrange solitude, bien différente de celle qu'il connaissait dans les rues. Le soleil déclinait doucement sur Paris, projetant une lumière dorée à travers les grandes baies vitrées du salon. Les rires et les éclats de voix des invités emplissèrent la pièce, mais Émile, lui, se tenait à l'écart, près d'une table remplie de desserts. Son estomac vide protestait en silence devant cette abondance, mais il n'osait pas y toucher. Camille, occupée à divertir ses invités, ne manqua pas l'occasion de ramener l'attention sur elle en utilisant le garçon. « Émile, viens ici !» lança-t-elle d'un ton pétillant, mais autoritaire. L'ensemble des regards se tourna à nouveau vers lui, le plaçant au centre d'une scène qu'il n'avait jamais voulu jouer. Hésitant, Émile s'approcha, ses mains serrées contre son pantalon, tentant de cacher sa nervosité. Camille, un verre de champagne à la main, se tourna vers ses invités avec un sourire triomphant. « Je voulais partager avec vous une petite histoire. Émile, ici présent. » Elle marqua une pause dramatique, puis continua avec un ton faussement compatissant. « A grandi dans des conditions terribles. Je l'ai trouvé ce matin dans la rue, sans rien à manger. Mais, heureusement, je suis là pour lui offrir un moment inoubliable. » Les murmures et les hochements de tête approbateurs parcoururent l'assemblée, mais dans leurs yeux, il y avait plus de curiosité malsaine que de réelle compassion. Émile, le dos droit, regardait le sol, luttant pour cacher sa gêne. Camille, cependant, n'en avait pas fini. Elle s'approcha davantage de lui, une expression théâtrale sur le visage. « Alors, Émile, dis-nous un peu, où vis-tu? Avec qui ?» Le garçon releva timidement la tête, ses joues rougissant sous le poids des regards. « Je dors sous un pont, madame, près de la Seine, » répondit-il, sa voix basse et hésitante. Un silence embarrassé suivit ces paroles, brisé par quelques rires nerveux. « Sous un pont ?»
répéta Camille avec un mélange de choc simulé et de fascination. Mon Dieu, quelle histoire! Tragique. Elle se tourna vers ses invités. Vous voyez, c'est précisément pour cela que nous devons tous faire preuve de générosité. Un homme dans l'assistance, visiblement mal à l'aise, murmura à son voisin « C'est un peu cruel, non? Le mettre en scène comme ça. » Mais Camille n'entendit rien, trop occupée à jouer son rôle d'hôtesse philanthropique. Non loin de là, Théo observait la scène avec un mélange de confusion et d'agacement. Il connaissait sa mère, comme une femme ambitieuse et perfectionniste, mais il ne comprenait pas pourquoi elle traitait ce garçon de cette manière. Émile n'avait rien fait pour mériter cela. Dans un coin du salon, Margot, une cousine éloignée de Camille, partageait le même sentiment d'inconfort. Elle était une femme discrète mais sensible, connue pour son franc-parler lorsqu'elle estimait qu'une injustice était commise. Tandis que Camille continuait à poser des questions embarrassantes à Émile, Margot s'avança doucement. « Camille !» intervint-elle d'une voix calme mais ferme. Peut-être qu'Émile aimerait manger quelque chose au lieu de répondre à toutes ces questions. Il a l'air fatigué. Un murmure d'approbation parcourut les invités. Camille, prise au dépourvu, sourit d'un air crispé. « Bien sûr, Margot, quelle idée adorable. Émile, mon petit, vas-y, serre-toi. Tu es notre invité spécial après tout. » Émile adressa un faible sourire à Margot en guise de remerciement avant de s'éclipser discrètement vers la table où étaient disposées les pâtisseries. Il attrapa une petite part de tarte aux fraises, la tenant avec précaution comme si elle risquait de se briser. Pendant ce temps, Camille, visiblement agacée par l'intervention de Margot, se replongea dans ses conversations mondaines. Mais les humiliations ne s'arrêtèrent pas là. Plus tard dans la soirée, Camille, entourée d'un groupe de ses amis, fit un commentaire qui, bien que déguisé en plaisanterie, piqua Émile comme un coup de couteau. Peut-être qu'après cette fête, Émile trouvera une famille d'accueil, ou au moins une paire de chaussures qui lui va. Les rires fusèrent, mais cette fois ils furent plus hésitants, certains invités sentant que la plaisanterie allait trop loin. De loin, Théo serra les poings. Il ne savait pas comment réagir, mais il sentait que ce que faisait sa mère était injuste. Quant à Margot, elle fixa Camille avec une expression qui semblait dire « Tu vas trop loin ». Émile, lui, resta silencieux, avalant la tarte avec lenteur. Chaque bouchée semblait plus lourde que la précédente. Pourtant, malgré la douleur et la honte, il gardait la tête haute, se promettant intérieurement de ne jamais oublier ce jour. Alors que la soirée avançait, les adultes, engrossés dans leurs conversations et verres de champagne, oubliaient presque la présence des enfants. Dans le jardin, sous une grande tente blanche éclairée par des guirlandes scintillantes, les plus jeunes invités jouaient à des jeux organisés par des animateurs déguisés en magiciens et jongleurs. Émile, après avoir mangé une petite part de tarte, s'était aventuré dehors, attiré par les rires des enfants et la lumière douce qui enveloppait le jardin. À peine avait-il mis un pied dans la tente que le silence s'imposa brusquement. Tous les regards d'enfants se tournèrent vers lui, certains curieux, d'autres méfiants. Émile hésita un instant, sentant qu'il n'était pas le bienvenu, mais un garçon de son âge s'approcha de lui avec une attitude provocatrice. « Tu es qui, toi ?» lança le garçon, les bras croisés. « T'es même pas bien habillé pour une fête comme celle-ci. » Les autres enfants éclatèrent de rire. Émile baissa la tête mais resta sur place, refusant de céder à l'envie de fuir. Avant qu'il ne puisse répondre, Théo, qui observait la scène depuis un coin, se leva brusquement. « Laisse-le tranquille, Julien. Il a le droit d'être ici comme tout le monde. » Julien haussa un sourcil, surpris par la réaction de Théo. « Pourquoi tu le défends, hein? C'est qu'un mendiant, non ?» Théo, sentant la colère monter en lui, répliqua d'un ton tranchant. « Parce qu'il est mon invité et je fais ce que je veux. » Le silence retomba, cette fois plus pesant. Julien, clairement contrarié, recula en marmonnant quelque chose d'incompréhensible, et les autres enfants, mal à l'aise, reprirent leur jeu en évitant Émile du regard. Théo s'approcha alors d'Émile, qui semblait encore plus nerveux qu'avant. « Désolé pour eux, dit Théo, les joues légèrement rouges. Ils sont idiots parfois. Moi c'est Théo. Et toi ?»« Émile, répondit-il timidement. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle avec gentillesse, encore moins un garçon habillé en Ralph Lauren de la tête aux pieds. « Merci de m'avoir défendu. » Théo haussa les épaules et sourit. « Pas besoin de remercier. Viens, je vais te montrer quelque chose. » Il attrapa Émile par la manche et l'entraîna vers un coin du jardin où se trouvait un stand rempli de bonbons et de gâteaux. « C'est mon préféré.
dit-il en montrant une énorme fontaine de chocolat. « Tu as déjà essayé ?» Émile secoua la tête, écarquillant les yeux devant l'abondance de sucreries. Théo, sans attendre, remplit une assiette de fruits et de guimauves qu'il tendit à Émile. « Allez, essaie !» La timidité d'Émile s'effaça légèrement alors qu'il mordait dans une guimauve recouverte de chocolat fondu. Son sourire sincère illumina son visage, et Théo se mit à rire. « Tu vois, pas si mal, hein ?» Peu à peu, les deux garçons commencèrent à parler. Émile raconta quelques histoires sur sa vie dans les rues, rien de trop sombre, mais suffisamment pour piquer la curiosité de Théo. En retour, Théo lui parla de son école, de ses jeux vidéo préférés et même de ses disputes avec sa mère. Ils se mirent à rire ensemble, oubliant le reste du monde. De loin, Margot observait cette scène avec un sourire discret. Contrairement aux adultes qui semblaient ignorer la présence d'Émile ou ne le voyaient que comme une curiosité, Théo avait trouvé en lui un compagnon, un égal. Margot sentit une pointe d'espoir en voyant cette amitié naissante, mais elle savait que Camille ne serait pas ravi de voir son fils se rapprocher autant du petit mendiant. Pendant ce temps, certains enfants, curieux de voir pourquoi Théo semblait s'amuser autant avec Émile, commencèrent à s'approcher timidement. L'un d'eux, une petite fille blonde, demanda à Émile « Tu veux jouer avec nous ?» Émile, surpris, hésita un instant avant de répondre « Je ne sais pas jouer à vos jeux. »« On t'expliquera, » dit-elle avec enthousiasme. Elle le prit par la main et l'emmena vers un cercle de jeunes rassemblés autour d'un jeu de société. En quelques minutes, Émile était intégré au groupe, riant avec les autres enfants comme s'il avait toujours été l'un des leurs. Théo, satisfait, les rejoignit. Et bientôt, le jardin résonnait des éclats de rire des enfants, effaçant, pour un moment, les différences de classe et les jugements des adultes. La soirée battait son plein, et le jardin brillait de 1000 lumières. Les enfants riaient toujours sous la tente, tandis que les adultes, verre à la main, discutaient des dernières nouvelles de la haute société. Camille, qui gardait un œil discret sur son fils, fronça les sourcils en le voyant jouer et rire avec Émile. Cette proximité inattendue ne faisait pas partie de son plan. Irritée par ce qu'elle percevait comme une intrusion dans l'ordre parfait de la fête, elle décida qu'il était temps de reprendre le contrôle de la situation. Camille entra dans le jardin avec un sourire étincelant. « Mes chers invités, venez tous. J'ai préparé une petite surprise pour célébrer cette journée spéciale. » Les conversations s'interrompirent et les convives se rassemblèrent, curieux. Théo et les autres enfants, attirés par l'annonce, laissèrent leur jeu pour rejoindre leurs parents. Au centre de l'attention, Camille fit un signe à un domestique qui s'approcha en portant un grand coffret blanc orné d'un ruban doré. L'objet semblait important et l'excitation des invités monta d'un cran. « Émile, viens ici », dit Camille d'une voix douce mais directive, ses yeux brillants d'une satisfaction calculée. Émile, qui s'était tenu à l'écart, regarda Théo comme pour chercher du soutien. Théo lui adressa un sourire encourageant et, rassemblant son courage, Émile s'avança lentement. « Aujourd'hui, non seulement nous célébrons l'anniversaire de Théo, mais nous avons aussi l'occasion de faire une bonne action, » annonça Camille avec emphase. Elle se tourna vers Émile et posa une main légère sur son épaule. « Émile, en tant que symbole de notre générosité collective, nous avons un cadeau pour toi. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains, invités, intrigués, souriaient tandis que d'autres restaient sceptiques, se demandant ce que Camille avait encore préparé. Le domestique tendit le coffret à Émile, qui hésita avant de le prendre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il dénouait le ruban et ouvrait la boîte sous les yeux attentifs de tous. À l'intérieur, un magnifique paire de chaussures, en cuir brillante et visiblement coûteuse, reposait sur un coussin de velours. Il y eut un moment de silence, comme si tout le monde retenait son souffle. Camille, visiblement ravie de son coup d'éclat, sourit avec fierté. « Elles sont parfaites pour toi, n'est-ce pas ? Maintenant, tu n'auras plus à marcher pieds, nus dans les rues. » Un rire étouffé éclata quelque part dans l'assistance, suivi d'autres, plus forts. Émile, debout avec la boîte dans les mains, sentit une chaleur brûlante monter à ses joues. Les chaussures, bien qu'élégantes, étaient manifestement trop grandes pour lui. Mais ce n'était pas le problème. Il avait compris que ce cadeau n'était pas une marque de générosité, mais une démonstration d'humiliation déguisée en bienveillance. Théo, qui regardait la scène avec colère, ouvrit la bouche pour intervenir,
Mais Émile l'interrompit en prenant la parole d'une voix calme mais ferme. « Merci, Madame Camille, » dit-il en regardant la paire de chaussures, puis en relevant les yeux vers elle. « C'est très gentil, mais je pense que quelqu'un d'autre en aurait plus besoin que moi. Peut-être un autre enfant qui a des pieds assez grands pour les porter. » Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. La réponse d'Émile, empreinte de dignité, déstabilisa Camille, qui ne s'attendait pas à ce que le garçon réagisse avec une telle maturité. Certains invités baissèrent les yeux, visiblement gênés, tandis que d'autres, comme Margot, sourirent avec admiration. Camille, désarçonnée, tenta de reprendre le contrôle. « Oh, mais tu devrais les garder, Émile. Elles sont pour toi, après tout. » Mais cette fois, son ton sonnait creux, comme si elle essayait de sauver la face. Margot, qui observait la scène depuis le début, décida qu'elle avait assez vu. « Camille, je crois qu'il est temps de laisser Émile tranquille. Tu voulais montrer ta générosité ?» Eh bien, c'est fait. Sa voix était douce mais ferme, et Camille comprit qu'elle ne pouvait pas continuer sans risquer de perdre la face. Émile, toujours debout au milieu du cercle, ferma lentement la boîte et la tendit à Camille. « Merci encore, mais je préfère que vous la donniez à quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Puis, il se retourna et rejoignit Théo qui lui donna une tape sur l'épaule, un sourire encourageant sur le visage. Les invités, gênés ou impressionnés, retournèrent progressivement à leur discussion, bien que l'incident restât gravé dans leur esprit. Camille, elle, resta immobile un instant, un sourire forcé collé aux lèvres, tentant de masquer l'embarras qui la rongeait. Quant à Émile, il savait qu'il venait de surmonter une épreuve bien plus grande que tout ce qu'il avait vécu dans la rue. Sa dignité intacte brillait plus que toutes les lumières de cette fête. La fête continuait, mais une tension palpable s'était installée dans l'air après l'incident des chaussures. Camille, bien que toujours souriante et bavardant avec ses invités, ne pouvait cacher la légère crispation dans ses gestes. Les invités, eux, évitaient soigneusement de revenir sur le sujet, mais leur regard furtif en disait long. Émile, lui, s'était réfugié dans un coin du jardin avec Théo, échangeant quelques mots sur tout, sauf ce qui venait de se passer. Théo, plein d'admiration pour le courage de son nouvel ami, s'efforçait de lui remonter le moral. Mais alors que la fête semblait retomber dans une routine mondaine, un bruit inattendu retentit. La lourde porte principale de l'hôtel particulier s'ouvrit brusquement, attirant l'attention de tout le monde. Le silence tomba et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme se tenait là, vêtu d'un costume impeccable mais sobre. Sa stature imposante et son port digne dégageaient une aura d'autorité. Ses cheveux, parsemés de mèches grisonnantes, encadraient un visage marqué par l'expérience, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui imposait le respect. Il tenait une petite sacoche en cuir à la main et ses chaussures, bien que discrètes, étaient visiblement bien entretenues. Camille, figée par cette apparition inattendue, fronça légèrement les sourcils avant de s'avancer avec un sourire forcé. « Excusez-moi, monsieur, mais cette fête est privée. Vous devez sûrement vous être trompé d'adresse. » L'homme, impassible, balaya la pièce du regard avant de poser ses yeux sur Émile qui se tenait à l'arrière, visiblement abasourdi. « Émile, viens ici, mon garçon, » dit-il d'une voix profonde, mais empreinte de douceur. Émile hésita un instant puis, comme guidé par un instinct naturel, se leva et s'approcha lentement de l'homme. « Papa » murmura-t-il, incrédule. Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. « Son père » chuchota une femme à son voisin, les sourcils levés. Camille, déstabilisée, fit un pas en arrière. Elle ne s'attendait pas à cette tournure des événements. L'homme posa une main rassurante sur l'épaule d'Émile et se tourna vers Camille avec un regard perçant. « Je suis Jacques, le père d'Émile, » déclara-t-il, sa voix ferme résonnant dans la pièce. « Et je crois que nous avons quelques mots à échanger. » Camille, prise au dépourvu, tenta de maintenir son masque de sérénité. « Monsieur Jacques, je ne savais pas que vous viendriez. Votre fils est notre invité d'honneur ce soir ?» Jacques haussa un sourcil clairement peu convaincu. Il jeta un coup d'œil à Émile, puis à la boîte contenant les chaussures encore posées sur une table à proximité. « Invité d'honneur » répéta-t-il avec une pointe d'ironie dans la voix. « Je doute que c'est ainsi qu'il s'est senti aujourd'hui. » Les invités, pris entre la curiosité et l'embarras, observèrent la scène en silence. Margot, qui avait suivi l'incident précédent avec attention, croisa les bras et observa Camille d'un regard acéré, attendant de voir comment
Elle allait se sortir de cette situation. Jacques continua sans attendre de réponse. « Je suis au courant de tout, Camille. Vous avez utilisé mon fils comme un trophée, un simple accessoire pour flatter votre ego et impressionner vos amis. » Un frisson parcourut l'assemblée. Camille ouvrit la bouche pour se défendre, mais Jacques leva une main pour l'interrompre. « Non, ne dites rien. Vous n'avez aucune idée de ce que nous avons traversé, mon fils et moi. Et pourtant, vous avez osé exploiter sa dignité comme si elle ne valait rien. » Camille, rouge de honte, balbutia quelques mots. « Je voulais simplement être généreuse. » Jacques croisa les bras, son regard glacial. « Généreuse ?» dit-il en appuyant sur le mot. « La générosité ne consiste pas à humilier ceux qui ont moins que vous pour que vous paraissiez plus grande. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les invités, incapables de détourner les yeux, se regardaient en coin, certains visiblement mal à l'aise. Margot, elle, eut un petit sourire satisfait. Elle s'avança et posa une main sur le bras de Jacques. « Vous avez tout à fait raison, monsieur, et je pense que beaucoup d'entre nous ici auraient besoin de réfléchir à ce que signifie vraiment être généreux. » Jacques hocha la tête en remerciement, puis baissa les yeux vers Émile, qui le regardait avec admiration. « Viens, Émile, nous n'avons pas besoin de rester ici plus longtemps. » Avant de partir, Jacques se tourna une dernière fois vers Camille. « Vous avez un fils, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en désignant Théo du regard. Camille acquiesça, incapable de parler. « Alors souvenez-vous, les enfants apprennent de nos actions, pas de nos discours. » Avec ces mots, il guida Émile vers la sortie. Mais avant de passer la porte, Émile se retourna et adressa un petit sourire à Théo, qui lui fit un signe discret de la main. Quand la porte se referma, le silence persista encore un moment. Certains invités, visiblement troublés, commencèrent à murmurer entre eux. Camille, quant à elle, resta immobile, le visage figé dans une expression de honte mêlée de colère, refoulée. Les murmures dans la salle s'amplifièrent après le départ de Jacques et d'Émile, mais une tension persistante demeurait. Certains invités cherchaient des excuses pour partir discrètement, tandis que d'autres échangeaient des regards perplexes, visiblement marqués par ce qu'ils venèrent de voir. Camille, elle, restait immobile au centre de la pièce, son masque social fissuré, luttant pour retrouver une contenance. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau, interrompant les conversations à voix basse. Jacques était revenu, mais cette fois, il ne semblait pas pressé de partir. Il entra dans la pièce avec une démarche assurée, suivi de près par Émile, qui marchait avec une certaine fierté retrouvée. Tous les regards se braquèrent sur eux et un silence lourd s'installa. Jacques s'arrêta au centre de la pièce et regarda directement Camille. « Je pense qu'il est temps que tout le monde ici sache qui je suis et pourquoi mon fils et moi vivons dans les rues. » Camille, visiblement irritée, s'avança d'un pas, forçant un sourire. « Monsieur Jacques, je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Mais Jacques l'interrompit d'un ton ferme mais posé. « Oh, mais c'est nécessaire, pas pour moi, pas pour vous, mais pour ceux ici qui pensent encore que la pauvreté est une question de choix ou de paresse. » Il balaya la salle du regard avant de commencer. « J'étais autrefois comme vous, peut-être même que certains ici m'ont connu. Jacques Martin, ancien PDG d'une société de construction basée à Lyon. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Plusieurs invités échangèrent des regards stupéfaits, certains semblant se souvenir de son nom. Jacques continua. « Pendant des années, j'ai dirigé une entreprise prospère. J'avais une belle maison, une femme aimante, et j'offrais à mon fils une vie dont n'importe quel enfant aurait rêvé. Mais tout cela a changé en un instant. Une crise économique, des partenaires qui m'ont tourné le dos, des dettes accumulées, et un incendie. » Il s'arrêta un instant, sa voix vacillant légèrement. Un incendie qui m'a pris ma femme et m'a laissé seul avec Émile. L'émotion qui perçait dans ses paroles atteignit plusieurs invités. Certains baissèrent les yeux mal à l'aise, tandis que d'autres semblaient sincèrement touchés. Margot, depuis un coin de la pièce, regardait Jacques avec une profonde empathie. Jacques reprit, le ton plus dur. « Après cet événement, ma vie s'est effondrée. J'ai fait tout ce que je pouvais pour reconstruire ce que j'avais perdu, mais le monde des affaires ne pardonne pas. Et ceux que je considérais comme des amis ont rapidement disparu. Je suis passé de PDG à père sans abri, apprenant à survivre jour après jour. Et tout cela non pas parce que je n'ai pas essayé,
mais parce que personne n'était prêt à m'offrir une seconde chance. Son regard se posa sur Camille, qui semblait plus mal à l'aise que jamais. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été généreuse aujourd'hui, Camille, mais la vraie générosité ne se mesure pas aux gestes ostentatoires ou à l'humiliation des autres. Elle se mesure à votre capacité à voir l'humanité dans ceux que vous considérez comme inférieurs. Un silence de plomb tomba dans la salle. Les mots de Jacques résonnaient dans les esprits, remettant en question les valeurs et les croyances de chacun. Margot, prenant la parole pour la première fois depuis l'intervention de Jacques, s'avança avec détermination. « Monsieur Jacques a raison. Nous avons tous une responsabilité ici. Cette fête devait célébrer un anniversaire, mais elle s'est transformée en spectacle indécent. Nous devrions tous réfléchir à la manière dont nous utilisons notre richesse et notre influence. » Jacques hocha la tête en direction de Margot, reconnaissant son soutien. Puis il se tourna vers Théo qui observait toute la scène avec une attention particulière. « Toi, jeune homme, dit-il doucement, tu as quelque chose que beaucoup ici semblent avoir perdu. Tu as le cœur et la compassion nécessaires pour voir les autres comme tes égaux. » Théo, surpris mais ému, rougit légèrement et acquiesça. « Merci, monsieur, » murmura-t-il. Jacques, visiblement satisfait, posa une main sur l'épaule d'Émile. « Il est temps pour nous de partir. Nous avons déjà passé trop de temps ici. Mais avant de partir, je veux que chacun ici réfléchisse à une chose. Le luxe sans humanité est vide. Et la véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais en caractère. » Il fit une pause, laissant ses paroles flotter dans l'air, puis se dirigea calmement vers la porte, Émile à ses côtés. Avant de sortir, Émile se retourna une dernière fois vers Théo et lui adressa un sourire sincère. « Merci pour tout, Théo. Tu es un vrai ami. » Théo, les yeux brillants d'émotion, répondit avec un simple hochement de tête. La porte se referma doucement derrière eux, laissant les invités face à leurs propres réflexions. Margot, toujours debout, observa Camille qui semblait pétrifiée. « Eh bien, Camille, je pense qu'il est temps pour toi de te poser de vraies questions. » La soirée, autrefois éclatante et animée, s'acheva dans un silence lourd de leçons à méditer. Après le départ de Jacques et Émile, la fête perdit toute sa magie. Les rires avaient disparu, remplacés par un murmure gêné parmi les invités. Certains s'excusèrent rapidement, prétextant des obligations urgentes, tandis que d'autres restèrent, hésitant entre la curiosité et le malaise face à ce qu'ils venaient de vivre. Dans un coin du salon, Margot fixait Camille avec intensité. Elle voyait la tension dans les épaules de sa cousine, la manière dont elle serrait son verre de champagne avec une nervosité inhabituelle. Mais Camille, fidèle à elle-même, tentait de maintenir son masque d'hôtesse parfaite, bien que celui-ci soit fissuré de toutes parts. Margot finit par s'avancer, rompant le silence pesant. « Camille, » dit-elle d'un ton calme mais incisif, « je crois qu'il est temps qu'on parle. » Camille releva la tête, son sourire forcé s'évanouissant. « Margot, si c'est pour me faire la morale, ce n'est pas le moment. J'ai eu une journée très compliquée. » Mais Margot n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle croisa les bras, un air sérieux sur le visage. « Justement, Camille, c'est exactement le moment. Tu ne réalises pas encore l'ampleur de ce que tu viens de faire. » Les quelques invités restants se turent, leurs regards oscillant entre Margot et Camille. Théo, lui, observait la scène depuis un coin, les poings serrés, manifestement agacés par le comportement de sa mère. Camille, piquée par l'affront public, tenta de se défendre. « J'ai seulement essayé d'être généreuse, d'offrir à ce garçon une chance de vivre quelque chose d'unique. Qui d'autre ici aurait fait autant que moi ?» Margot haussa les sourcils, stupéfaite par l'aveuglement de sa cousine. « Généreuse. Camille, tu as humilié un enfant. Tu l'as traité comme un accessoire pour flatter ton image. Ce n'était pas de la générosité, c'était de la cruauté déguisée. » Le visage de Camille se durcit, ses joues rougissant de colère. « Comment oses-tu? Tu ne comprends pas la pression que j'ai pour maintenir cette maison, cette réputation. Chaque détail compte. » C'est à ce moment-là que Théo, jusqu'alors silencieux, intervint. « Et moi alors, maman, qu'est-ce que tu me montres en faisant ça? Tu dis toujours qu'on doit être gentil et respecter les autres, mais ce que tu as fait aujourd'hui, ce n'est pas du respect. » La voix de Théo, bien qu'encore jeune, résonna dans la pièce avec une force qui surprit tout le monde. Camille resta un instant bouche bée, incapable de répondre. Margot, quant à elle, adressa un regard empreint de fierté à son jeune cousin. « Il a raison, Camille, » poursuivit Margot. « Regarde ton fils.
Il comprend déjà mieux que toi ce que signifie être une bonne personne. Et peut-être qu'il est temps pour toi d'apprendre de lui. Camille, déstabilisée, posa son verre sur une table et détourna les yeux. Pour la première fois de la soirée, son visage exprimait autre chose que de l'arrogance ou de l'irritation. Il y avait un soupçon de doute, comme si les paroles de Théo et de Margot avaient trouvé une fissure dans son armure. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Margot se tourna vers les invités restants. « Vous savez quoi? Nous sommes tous responsables d'une certaine manière. Nous avons ri, nous avons détourné les yeux, et nous avons laissé cela arriver. Jacques avait raison. Nous avons tous oublié ce qu'est la véritable humanité. » Les invités, mal à l'aise, murmurèrent des excuses avant de commencer à partir pour de bon. En quelques minutes, le salon, autrefois animé, se vida, presque entièrement, ne laissant que Camille, Margot et Théo. Un silence lourd s'installa, brisé finalement par la voix douce mais déterminée de Théo. « Maman, je pense que tu devrais t'excuser. Pas seulement auprès d'Émile, mais auprès de tout le monde. » Camille se tourna vers son fils, les larmes montant à ses yeux pour la première fois. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Margot posa une main sur son épaule. « Il n'est jamais trop tard pour changer, Camille. Mais tu dois vouloir le faire. » Camille, touchée par les paroles de son fils et de sa cousine, hocha lentement la tête. Elle ne répondit pas tout de suite, mais quelque chose dans son expression avait changé. Peut-être un début de prise de conscience, une petite ouverture dans son cœur si longtemps blindé par l'obsession des apparences. Les invités étaient partis, ne laissant derrière eux que le silence pesant d'un salon vide. Camille, assise dans un fauteuil près de la cheminée, tenait son visage entre ses mains. Son esprit était envahi par les paroles de Jacques, de Margot, et surtout de son propre fils. Chaque mot résonnait en elle comme un écho douloureux. C'était une soirée censée être parfaite, mais elle avait fini par exposer ses failles les plus profondes devant ceux qu'elle avait tenté d'impressionner. Dans un coin de la pièce, Margot et Théo échangèrent des regards, incertains de la manière dont Camille allait réagir. Le silence se prolongeait, entrecoupé seulement par le tic-tac de l'horloge. Finalement, Margot brisa la tension. « Camille, je vais y aller, mais réfléchis à ce que tu veux faire ensuite. Pas pour moi, pas pour les autres, mais pour toi-même et pour Théo. » Elle se pencha pour embrasser son jeune cousin sur le front. « Prends soin de ta mère, d'accord ? Elle a besoin de toi plus qu'elle ne le montre. » Théo hocha la tête, et Margot quitta la maison, laissant mère et fils seuls. Un moment passa avant que Théo n'ose s'approcher. Il posa doucement une main sur l'épaule de sa mère. « Maman, tu es fâchée ?» Camille releva la tête. Ses yeux étaient rougis, et ses joues portèrent les traces de larmes qu'elle avait tenté de contenir. Elle secoua la tête. « Non, Théo, je ne suis pas fâché. Je suis déçu, pas par toi, mais par moi. » Théo prit une chaise et s'assit face à elle. « Pourquoi tu fais tout ça, maman? Pourquoi c'est si important d'impressionner ces gens ?» Camille soupira, cherchant ses mots. « Je suppose que j'ai toujours pensé que pour être respectée, il fallait paraître parfaite, montrer aux autres que j'ai du pouvoir, du succès. Mais ce soir, je me rends compte que j'ai peut-être tout mal compris. » Théo pencha la tête, ses yeux reflétant une sagesse inattendue pour son âge. « Mais tu n'as pas besoin de ça. Je t'aime, même si on n'a pas de grande fête ou de maison géante. Je pense que d'autres pourraient t'aimer aussi, si tu leur montrais juste qui tu es vraiment. » Ces mots simples frappèrent Camille en plein cœur. Elle sentit une vague de honte, mais aussi une chaleur réconfortante. Son fils, avec sa franchise innocente, venait de lui montrer une vérité qu'elle avait ignorée depuis des années. Elle se leva lentement, inspira profondément et se tourna vers Théo. « Tu as raison. J'ai beaucoup à apprendre de toi, mon chéri. Et j'ai beaucoup de choses à réparer. » Le lendemain matin, Camille quitta la maison sans sa voiture de luxe ni ses tenues extravagantes. Elle portait une tenue simple, presque modeste, et tenait un sac contenant plusieurs boîtes de pâtisseries soigneusement emballées. Après avoir traversé la ville, elle arriva devant un centre communautaire situé dans un quartier modeste de Paris. Les murs étaient ternes, mais les fenêtres laissaient entrevoir l'activité à l'intérieur. Des bénévoles servaient des repas chauds, des enfants jouaient avec des jouets usés et des adultes discutaient autour de tables. Camille entra, timidement, sentant les regards curieux des bénévoles et des bénéficiaires. Une femme d'un certain âge s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux.
« Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» Camille serra le sac contre elle et répondit d'une voix légèrement tremblante. « Oui, je voudrais aider. Est-ce que je peux être utile ici ?» La femme sembla surprise, mais son sourire s'élargit. « Bien sûr, toute aide est la bienvenue. » Camille tendit les pâtisseries. « Je les ai apportées pour les enfants. Ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais faire plus. » Pendant ce temps, Théo avait convaincu un groupe de camarades de l'école de se joindre à lui pour rendre visite à Émile. Guidé par les indications que Jacques avait données la veille, il trouva finalement l'abri temporaire où père et fils résidaient. Lorsque Théo arriva avec un sac de vêtements et des jouets qu'il avait choisis parmi ses propres affaires, Émile le regarda avec étonnement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Émile, les yeux écarquillés. Théo haussa les épaules avec un sourire. « Je t'ai dit qu'on était amis, non ? Les amis cèdent. » Les deux garçons passèrent le reste de la journée ensemble, jouant et discutant, comme s'ils avaient toujours été proches. Jacques, observant cette amitié naissante, ne put s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un mince filet d'espoir. Plus tard ce jour-là, Camille rentra à la maison avec une expression différente sur son visage. Une certaine légèreté, mêlée à une résolution nouvelle, brillait dans ses yeux. Elle trouva Théo assis dans le salon, feuilletant un livre. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. Théo sourit. « Bien, je suis allé voir Émile. » Camille s'assit à côté de lui et lui prit doucement la main. « Je suis fier de toi, tu sais, et je vais faire de mon mieux pour que tu sois fier de moi aussi. » Ce soir-là, dans la maison habituellement froide et distante de Camille, il y avait une chaleur nouvelle, une chaleur qui promettait un avenir différent. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la fête, et les choses semblaient déjà différentes dans la vie de Camille et Théo. La femme, autrefois obsédée par son image publique, semblait maintenant plus calme, plus introspective. Les mots de Jacques, les regards des invités et surtout les paroles honnêtes de son fils tournaient encore dans son esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer le passé, mais elle avait décidé de changer, de se racheter. Ce matin-là, Camille se leva tôt, bien avant que Théo ne se réveille. Elle enfila une tenue simple, noua ses cheveux en un chignon lâche et quitta discrètement la maison. Elle se dirigea une fois de plus vers le centre communautaire qu'elle avait visité quelques jours auparavant. À son arrivée, elle fut accueillie par la même femme chaleureuse qui cette fois l'accueillit avec un sourire encore plus grand. Camille passa la journée à aider à la distribution des repas, à ranger les stocks et même à discuter avec les familles qui fréquentèrent le centre. Bien qu'elle ait toujours vécu entourée de luxe, elle commença à comprendre une vérité qu'elle avait négligée toute sa vie. Offrir son temps et son attention était bien plus gratifiant que d'exhiber sa richesse. Chaque sourire, chaque remerciement qu'elle recevait semblait combler un vide qu'elle n'avait jamais su identifier auparavant. De retour chez elle, Camille trouva Théo en train de dessiner dans le salon. En remarquant sa mère entrer avec un air plus léger et une lueur différente dans les yeux, il posa son crayon et lui demanda « Tu es allé encore au centre aujourd'hui ?» Camille acquiesça avec un sourire. « Oui, et je crois que je vais continuer. C'est important pour moi, mais surtout c'est important pour eux. » Théo hocha la tête, visiblement fier de sa mère. Émile serait content de savoir ça. Quelques jours plus tard, Camille prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée auparavant. Elle se rendit chez Jacques et Émile, cette fois sans l'intention de jouer un rôle ou de se montrer. Elle voulait simplement écouter. Quand elle frappa à la porte de leur modeste logement temporaire, ce fut Jacques qui ouvrit. Il semblait surpris de la voir, mais il ne montra aucun signe d'hostilité. Camille baissa légèrement les yeux avant de parler. « Monsieur Jacques, je suis venu m'excuser, pas seulement pour ce qui s'est passé à la fête, mais pour tout. Pour vous avoir traité, vous et Émile, comme des outils pour mon propre intérêt. » Jacques la regarda un moment, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles. Il finit par soupirer et ouvrit davantage la porte pour l'inviter à entrer. Assise dans la petite pièce, Camille se retrouva face à Émile, qui semblait d'abord méfiant. Elle lui adressa un sourire timide. « Émile, je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je le regrette profondément. Et si tu me le permets, j'aimerais t'aider à avancer. Pas pour me racheter, mais parce que je crois que tu mérites une vraie chance. » Émile fixa Camille avec des yeux grands et brillants, puis tourna son regard vers son père. Jacques, après un moment de réflexion, hocha légèrement la tête,
Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement profond dans la dynamique de leur vie. Camille se porta volontaire pour financer les études d'Émile et lui offrir les ressources nécessaires pour qu'il puisse retrouver une vie stable. Jacques, bien que d'abord hésitant, accepta cette aide avec prudence, voyant chez Camille une sincérité qu'il n'avait pas remarquée auparavant. De son côté, Théo et Émile continuèrent de renforcer leur amitié. Les deux garçons étaient devenus inséparables, partageant leurs histoires et leurs rêves, montrant à leur famille qu'une amitié authentique pouvait transcender toutes les barrières sociales. Un jour, alors que Camille accompagnait Émile pour inscrire son dossier dans une école, elle s'arrêta pour regarder les enfants jouer dans la cour. Elle se tourna vers Jacques, qui se tenait à ses côtés. « Vous savez, Jacques, cette expérience m'a appris quelque chose que j'avais oublié. Tout ce que j'ai construit dans ma vie n'a aucune valeur si je ne l'utilise pas pour faire une différence. » Jacques lui adressa un sourire discret mais sincère. Alors peut-être que cette leçon valait tout ce que nous avons traversé. Les mois passèrent, et le lien entre les deux familles se renforça. Jacques trouva une nouvelle opportunité de travail grâce à l'aide de Margot, tandis qu'Émile excella dans ses études, encouragé par son ami Théo. Camille, quant à elle, continua son engagement auprès du centre communautaire, trouvant une nouvelle raison de vivre dans ces petits gestes de générosité authentique. Un soir, assis autour d'un dîner simple mais chaleureux, Théo leva son verre de jus et déclara avec un grand sourire « Aux amis, à la famille et aux secondes chances ». Les rires et les tintements de verre emplirent la pièce, symbolisant une nouvelle ère de compassion, d'humilité et d'unité. La véritable richesse, Camille l'avait enfin trouvée, et elle brillait dans les sourires sincères qui l'entouraient.